Et toi ? Oui, toi, qui te sens parfois dépassé. Tu crois que tu dois tout traverser seul. Te montrer vulnérable ? Impossible. Tu te dis, je dois sourire, faire semblant, faire mieux, plus. Mais devine quoi ? Toutes les femmes vivent des épreuves. Toi, elle, moi, personne n'est parfaite. Tu peux ressentir fort et continuer à avancer. Tu peux tomber et te relever autrement. Tu peux être fragile. Et incroyablement forte. Tu peux douter et retrouver la lumière. Tu peux parler vrai. Et déposer tes fardeaux. Ici, on lève les tabous sur la santé mentale. On transforme la honte en lumière. On apprend à être pleinement soi. On découvre que la résilience n'est pas juste tenir, c'est tomber, se relever et refleurir. Tantôt forte, tantôt fragile, toujours vivante. Bienvenue dans Deep Bloom, le podcast de maman. Tu es exactement au bon endroit. Bonne écoute. Aujourd'hui, je suis vraiment heureuse de retrouver Anouk. Si vous avez déjà écouté les précédents épisodes, vous l'avez peut-être déjà entendu ici. Avec elle, on avait parlé du TDA, de la dépression, de son parcours en médecine et aussi de cette décision importante qu'elle a prise d'arrêter ses études. On a aussi évoqué son hypersensibilité, son haut potentiel qui font partie de sa manière très singulière et très fine de ressentir et de comprendre le monde. Tu peux la retrouver dans l'épisode 16, TDA sans hyperactivité, maternité et suradaptation, comprendre le burn-out et relier les points. Anouk a aussi quelque chose que j'aime beaucoup chez elle, elle adore l'éducation à la santé, elle a cette capacité de parler de sujets parfois complexes ou délicats avec beaucoup de simplicité, de clarté et de bienveillance. Elle dit des choses que souvent on pense tout bas mais qu'on a du mal à exprimer. Alors aujourd'hui, elle revient avec une autre facette de son parcours, celle de médecin en assistanat en gynécologie. Dans cet épisode, on va parler d'un sujet encore très tabou, l'IVG, et elle va nous aider à répondre à certaines questions que beaucoup de femmes se posent, parfois dans le silence ou avec de la peur. Cet épisode est particulier aussi parce qu'Anouk accepte de partager quelque chose de très intime de son histoire, l'IVG qu'elle a elle-même vécu. Alors aujourd'hui, on va croiser ces deux regards, celui d'une femme et celui d'une assistante en gynécologie qui a aussi vécu ces situations de l'intérieur. Avec sa sensibilité et son envie de transmettre, Anouk nous ouvre la voie pour parler de ces sujets plus librement. Merci Anouk. Je te laisse maintenant entrer dans cette conversation. Merci d'être là. J'aimerais aborder avec toi les interruptions volontaires de grossesse sous le prisme assistanat en gynécologie et aussi en tant que femme qui a vécu une expérience. Est-ce que tu peux nous expliquer d'abord en quoi consiste une IVG ? IVG, donc c'est l'interruption volontaire, alors qu'il y a aussi les interruptions médicales de grossesse. Donc ça, c'est IMG. C'est un autre volet des arrêts de grossesse. L'IVG, c'est donc quand on ne souhaite pas garder la grossesse. Et en Belgique, on peut prendre cette décision pour une grossesse qui a maximum 14 semaines. Donc, on dit parfois 12. Et la différence, je ne sais plus si j'en avais parlé dans le podcast précédent, mais si on avait parlé un peu, il me semble, d'IVG. Mais en gros, vous savez que les semaines de grossesse, on les compte soit à partir de la date des dernières règles, donc du premier jour des dernières règles, soit on compte en termes de semaines de grossesse. Donc, il y a semaines d'aménorrhée. Aménorrhée, ça veut dire absence de règles. Et puis, il y a les semaines de grossesse. Et il y a en fait un décalage de 15 jours entre les deux. Okay. Parce que vous savez que dans un cycle normal d'une femme, l'ovulation, c'est au jour 14. Et donc, c'est à cause de ça, ce décalage. Parfois, on dit, mais c'est 14 ou 12 semaines, finalement, on n'y voit pas très clair. Mais en fait, 14 semaines d'aménorrhée, donc 14 semaines d'absence de règles, c'est égal à 12 semaines de grossesse. Parce qu'il y a le décalage des 15 jours de est-ce qu'on a ovulé ou pas, parce que finalement l'ovulation ça arrive normalement au jour 14 du cycle, donc voilà, c'est des petits calculs mais en tout cas ça explique le décalage qu'on voit, et parfois on n'arrive pas à redire mais c'était 12 ou 14, enfin voilà, en clair c'est 12
c'est 12 semaines de grossesse ou 14 semaines d'aménorrhée, le maximum légal en Belgique pour pratiquer l'interruption volontaire. Et alors, il y a 2 manières de le faire. Il y a une manière médicamenteuse, donc on prend des médicaments par la bouche et on en introduit aussi en intravaginal. Les 2 en même temps? Alors, je t'expliquerai, voilà, je détaillerai ça après, mais donc il y a la médicamenteuse et il y a la chirurgicale. Donc là, c'est un curetage, donc j'expliquerai aussi un peu mieux, mais donc il y a ces 2 possibilités-là. Les 2 sont possibles, mais en fonction du moment où on en est dans la grossesse, on privilégie plutôt l'une ou l'autre. Donc en début de grossesse, on privilégie la manière médicamenteuse parce que c'est moins invasif, comme on dit, donc on ne vient pas dans le corps faire quelque chose avec des instruments. Ça, c'est médicamenteux, donc c'est moins traumatique pour le corps. Je veux dire, quoique, mais en tout cas, c'est pas mécanique, c'est pas une action mécanique qu'on vient faire sur ton corps. Donc, on privilégie ça. Il y a moins de complications possibles et des choses ainsi. Donc voilà, quand c'est début de grossesse, vu que la grossesse est plus petite, il y a moins de matière, on privilégie l'option médicamenteuse. Alors que plus tard dans la grossesse, donc souvent au-delà de 9 semaines d'aménorrhée, donc de 9 à 14, on n'a plus souvent besoin d'avoir recours à la méthode chirurgicale qui est donc le curetage parce que tout simplement la grossesse est plus développée, donc ce qui a évacué. J'espère que mes termes ne choqueront pas parce que parfois j'utilise des termes peut-être trop médicaux ou alors des termes parfois pour vulgariser peut-être un petit peu trop, pas assez délicat, donc voilà, je m'excuse d'avance, mais voilà, donc la grossesse parfois à évacuer est plus massive au-delà de 9 semaines, donc ça risque de ne pas fonctionner avec les médicaments, de ne pas être suffisant, donc on a besoin d'un acte mécanique d'aspiration curetage qu'on appelle ça, donc vraiment de venir aspirer l'intérieur de la grossesse, et donc ça se fait par les voies naturelles, donc par le vagin, et dans une pièce avec des précautions au niveau affection, etc., donc en salle opératoire, donc c'est pour ça que, salle opératoire ou je pense semi-opératoire, mais en tout cas avec des champs, une désinfection, plus de précautions que quand on prend des médicaments, forcément il n'y a pas besoin. Donc voilà, ça c'est plus tard dans la grossesse. Donc ça, ce sont les 2 grandes manières de le faire. Par rapport aux médicaments, tu disais oral et aussi voie vaginale. Oui, donc ça, ce sont les 2 grandes voies. Maintenant, si je dois te faire le protocole, on va dire, point par point, c'est d'abord se rendre compte qu'on est enceinte. C'est la première étape. Donc, test de grossesse urinaire, c'est souvent par lequel on passe en premier. Mais il faut une prise de sang pour être sûr qu'on est bien enceinte. Donc, on fait souvent l'HCG, donc l'hormone de grossesse, et la progestérone, qui est une hormone qui est présente en seconde moitié de cycle, même quand on n'est pas enceinte, et qui reste et qui continue à augmenter si la grossesse s'implante, pour justement donner, on va dire, ce qu'il faut à la grossesse pour s'implanter correctement. C'est la progestérone qui fait ça. Et donc, c'est notre ovulation et le corps jaune qui reste après l'ovulation dans nos ovaires qui permet de nourrir en progestérone la grossesse qui va s'implanter. Donc, ce sont les 2 hormones de la grossesse, finalement, qu'on va doser au niveau sanguin en début de grossesse pour s'assurer qu'il y a une grossesse. Maintenant, voilà, si on a fait que l'HCG, c'est bon aussi, d'accord, la progestérone, ça donne plus d'informations aux médecins, mais dans l'absolu, si l'HCG est positif, on est enceinte, et puis voilà. Ça confirme juste. Oui, voilà, donc c'est pas grave si on n'a pas fait la progestérone, il ne faut pas s'inquiéter. Donc ça, c'est la première étape. Ensuite, il faut amortir la nouvelle et prendre vos décisions et réfléchir à toutes les choses. Ça, je ne vais pas le détailler, c'est propre à chacun. Mais si on prend la décision de faire une IVG, alors il faut prendre rendez-vous avec un gynécologue ou parfois, je pense que les médecins généralistes qui ont fait des petites spécialisations vont en planning familial et donc ça peut être eux qui vont, que vous allez consulter finalement à la place d'un gynécologue classique. Donc ça, c'est à voir si vous préférez aller voir votre gynéco ou si, malheureusement, trop souvent il y a de la honte, alors on veut peut-être aller voir un autre médecin, histoire que notre gynéco ne sache pas, parce que pour une raison X ou Y, on ne se sent pas à l'aise de partager ça avec le gynécologue habituel. Mais donc voilà, soit vers votre gynéco, soit vers un planning où il y aura un médecin qui pourra vous examiner, donc analyser la prise de sang, peut-être vous la prescrire si vous ne l'avez pas encore faite de vous-même, parce que vous pouvez la demander au médecin traitant avant, ou vous la demandez au gynécologue. Donc prendre rendez-vous avec un médecin, c'est la première chose à faire si vous pensez à l'IVG. Et alors si vous allez en circuit planning familial directement, ce qui est souvent plus direct, ça évite les intermédiaires, quoi. Là va commencer
le protocole d'IVG, donc c'est une première consultation où vous exprimez votre volonté de mettre fin à la grossesse. Il n'y a pas besoin de justifier. Si vous en avez besoin, vous le faites. Mais je veux dire, on va écrire nulle part la raison pour laquelle vous voulez faire l'IVG pour être sûr que c'est une raison valable ou non. Hein. Donc ça peut être... Enfin, tout est légitime, je veux dire, et rien n'est obligatoire à partager avec le médecin si vous n'en avez pas envie ou besoin. Donc, vous notifiez votre volonté d'une IVG. Le médecin va vérifier que vous êtes bien enceinte avec la prise de sang, mais aussi avec une échographie. Et donc là, il faut se préparer un petit peu quand même psychologiquement parce que une échographie, à ce stade de grossesse, si vous y allez tôt, c'est par les voies vaginales. Et ça, souvent, on s'y attend peut-être pas ou voilà. Je pense qu'aucune femme n'adore avoir une échographie par le vagin, c'est pas très confortable. Donc voilà, ça il faut se dire que ça sera une étape nécessaire. Pourquoi ? Parce que même si on voit que l'HCG est positif sur la prise de sang, on n'est pas sûr de où s'est mise la grossesse. Je m'explique. Les grossesses, la plupart du temps, heureusement, ça se met dans l'utérus, mais ça peut aussi se mettre ailleurs. Et quand ça se met ailleurs, le plus souvent, ça se met dans les trompes. Et ça, c'est un souci parce que on va pas avoir la même approche et la même gestion de l'IVG si elle est bel et bien dans l'utérus ou si elle est extra-utérine, donc le plus souvent dans les trompes. C'est pas la même prise en charge et c'est pas les mêmes complications possibles ou la même vigilance à apporter au processus. Donc, c'est vraiment très important d'avoir cette écho endovaginale pour localiser la grossesse. Et sur le ventre, sur le bas du ventre, c'est pas suffisamment précis, surtout si vous y allez très tôt dans votre grossesse, à 5-6 semaines de grossesse, enfin d'aménorrhée, je préfère dire pour être clair dans l'évolution de la grossesse, on ne le voit pas par voie... ou alors il faut être vraiment très, 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 très mince et avoir des tissus qui ne viennent pas se mettre du tube digestif. Bref, je vais passer les détails, mais voilà, c'est pas par plaisir qu'on impose ça aux dames, mais c'est un passage obligé, c'est l'échographie endovaginale. Et si donc la grossesse est bien dans l'utérus, alors on peut aller aux étapes classiques d'un protocole d'IVG, donc c'est-à-dire on notifie que vous souhaitez une IVG, on le note sur un papier légal, quoi. Il faut que ça soit acté et vérifiable par la suite au cas où il y aurait des problèmes. Faut en tout cas que les registres soient clairs en disant il y a eu une IVG mais le protocole a été suivi parce que il y a un cadre légal. Donc c'est de dire voilà, cette date-là, la dame ou le couple a notifié sa volonté de l'IVG et à partir de là, la dame et le couple, s'il y a plusieurs personnes qui sont impliquées dans la décision, ont 6 jours calendrier de réflexion obligatoire pour être sûr que la décision n'est pas prise sur un coup de tête ou pour des mauvaises raisons ou par la pression d'une personne, d'une tierce personne. Enfin voilà, que c'est pour donner la chance à la personne de revenir sur sa décision si elle en a envie, parce qu'au-delà des 6 jours, quand on commence l'IVG, il n'y a pas de retour en arrière possible. Donc voilà, c'est vraiment... Alors il y en a qui sont sûrs de leur décision tout de suite et donc c'est très difficile d'attendre ces 6 jours et de savoir que pendant ces 6 jours, la plupart du temps, la grossesse continue d'évoluer, donc ça peut être très lourd psychologiquement. Oui, et puis il y a les symptômes qui continuent. Oui, voilà, si on a des symptômes, on les sent, donc on se sent enceinte, mais on sait que finalement, on va mettre un terme à ça. Donc ça doit... Enfin, pour l'avoir vécu personnellement, c'est vraiment très long. Mais aussi pour avoir vu des dames, moi dans mon assistanat gynéco, et les avoir pris en charge, pas qu'elles changent souvent d'avis, je connais pas les proportions mais il y a quand même des dames qui finalement ne viennent jamais au 2e rendez-vous, donc c'est qu'elles ont changé d'avis. Et donc heureusement qu'il y a eu ce délai, parce que si on leur avait sauté dessus le jour où elles venaient nous dire je voudrais une IVG, ok nickel, on vous met en salle et on commence le protocole, tenez voilà un verre d'eau les médocs. Parfois, ne serait-ce que le fait d'exprimer son envie à un médecin, on rentre chez nous après, on dit mais enfin, qu'est-ce que je viens de faire ? Non, pas du tout finalement. En fait, non, je me trompe parce que ça devient concret. Et à partir du moment où ça devient concret, on peut avoir vraiment envie de revenir en arrière. Donc je pense que c'est utile quand même si c'est dur et ça paraît long. C'est quand même utile pour bon nombre de dames d'avoir cette période de réflexion. Donc voilà, au bout des 6 jours, on revient en planning par exemple. En tout cas dans notre région, c'est comme ça que ça se fait en Gaume. On revient dans le planning et là, on reconfirme une 2e fois notre volonté d'interrompre la grossesse. Et là, alors, on peut mettre le processus concrètement en marche avec donc jusqu'à 9 semaines d'aménorrhée, la médication. Donc, il y a 2 comprimés
2 types de comprimés plutôt. Donc il y a un premier comprimé qu'on prend. Alors, je ne sais pas à quel point les dames ont envie de savoir ce que ça fait sur la grossesse, donc je ne vais peut-être pas aller trop dans les détails, mais en gros, le premier comprimé, il va venir bloquer la progestérone. Donc, je vous le disais, c'était l'hormone qui, normalement, est censé alimenter le tout début de grossesse. Donc, c'est la nourriture du début de grossesse. Et donc, on vient couper court, et donc, ça ne l'alimente plus. Donc, la grossesse commence à perdre de la vitalité, quoi, si on veut. Et donc ça enclenche le processus gentiment. Il y a déjà des dames qui vont avoir des saignements, il y a peut-être les choses qui vont déjà se mettre en route, parce qu'il faut savoir qu'il y a certains débuts de grossesse qui de toute façon auraient évolué en fausse couche. Donc malheureusement, je pense que c'est 20% de fausses couches sur les débuts de grossesse. Donc de toute façon, voilà, parfois ça suffit, mais la plupart du temps, dans les 24 à 48 heures après, on prend le deuxième type de médicament. Et ça, il y a 2 façons de le prendre. C'est ce qu'on appelle, nous, ici, le Cytotec, mais je ne sais plus si c'est le nom commercial ou la molécule. Je pense que c'est le nom commercial, du coup. Oui, parce que ça non plus compliqué. Je confonds toujours les deux. Oui, enfin bref, je ne vais pas m'engager là-dedans. Toujours est-il que ce médicament-là, c'est un médicament qui peut se prendre le même, par la bouche ou en introduction vaginale. Donc on dit par le haut ou par le bas dans notre petit jargon. Et donc ça dépend un petit peu de tout un chacun, c'est-à-dire par la bouche, ça donne pas mal d'effets secondaires parce que ça donne effet sur tout le corps, on va dire. Donc il y a beaucoup de nausées, de vomissements, de maux de ventre, peut-être, je pense même qu'il y a des maux de tête. Enfin voilà, c'est assez intense en effet secondaire. Alors que quand on le met en intravaginal, ça a un effet plutôt local. Donc là, on va plutôt avoir des effets secondaires type... on peut avoir des selles liquides à répétition, des maux de ventre, mais ça de toute façon, parce qu'on va avoir des douleurs dans le bas du ventre, parce que ce médicament-là, son rôle, c'est de venir contracter l'utérus. Donc vraiment de provoquer des contractions utérines, un peu comme quand on va accoucher. Alors sur un plus petit utérus, mais ça fait quand même bien mal. Donc c'est comme des douleurs de règles, parce qu'en fait les douleurs dans les règles, c'est souvent les contractions de l'utérus pour expulser le sang qui font mal, puis aussi c'est un petit peu de sang dans le bas du ventre pendant les règles. Mais là en l'occurrence, voilà, ça va être plus ou moins la même douleur, mais plus forte parce qu'elle n'est pas naturelle, elle est provoquée par une médication dont c'est le rôle, donc ça y va assez fort. Et ce médicament-là, donc, permet, grâce aux contractions mécaniques de l'utérus, d'expulser la grossesse qui, au préalable, avait déjà été fragilisée par le premier médicament qu'on avait pris par la bouche. Celui-là, je ne l'avais pas précisé, mais 24-48 heures avant. Donc, le tout premier médicament qu'on appelle la mifégine. Donc, voilà le processus au niveau médicamenteux. Et on doit prendre les 2, ou alors parfois le premier suffit ? Alors, si le premier a déjà enclenché des saignements parce que peut-être que la grossesse était déjà fragilisée, ou peut-être que voilà, ça se met en route pour une raison X ou Y sans le Cytotec, donc sans les contractions induites, alors tant mieux. Mais c'est rare que ça suffise parce que ça enclenche les saignements, mais il y a toujours peut-être besoin du coup de pouce médicamenteux pour provoquer les contractions, parce qu'elles ne vont pas se faire naturellement, parce que c'est pas comme si on était proche d'accoucher à un terme où là il y a une cascade de processus qui font qu'on a des contractions naturelles la plupart du temps quand on doit accoucher. Ici il n'y a pas tout cet enjeu hormonal et cette mécanique qui se met en route, vu que c'est pas un moment où normalement on est censé expulser la grossesse. Donc, la plupart du temps, c'est quand même nécessaire de faire les 2 pour être sûr d'aller jusqu'au bout du processus d'évacuation, finalement. Et alors, donc, dans les suites de cette prise de Cytotec, on va saigner de manière abondante, donc plus fort que des règles, la plupart du temps. Parfois même plus longtemps. Ça dépend un petit peu de la vitesse à laquelle la grossesse se détache et s'expulse. Donc ça peut se faire jusqu'à 9 semaines de grossesse. D'aménorrhée, je me corrige, dis-moi. Il faut contrôler après. Voilà, oui. Ouais. Donc souvent, quand on s'arrête de saigner, on reprend rendez-vous chez le gynéco, ou alors on a déjà mis le rendez-vous à l'avance dans la semaine ou les 15 jours. Ça dépend un petit peu des antécédents de la personne, de voir s'il faut un contrôle rapide ou non. Si dans les précédentes grossesses, on a tendance à avoir eu des hémorragies, par exemple, on va peut-être être un peu plus vigilant. Voilà, si c'est une personne fort inquiète, enfin je sais pas, on peut moduler un petit peu le rendez-vous, mais en gros c'est dans la semaine ou les 15 jours suivant l'expulsion.
Si c'est une personne qui a malheureusement déjà vécu ça ou d'autres choses qui s'y apparentent et qui s'y connaissent bien et qu'on sait que la personne est fiable, qu'elle va revenir, qu'elle ne risque pas grand-chose, on peut se dire, on peut mettre un mois, on peut faire après les prochaines règles si vraiment... Mais la plupart du temps, quand même, on va courir un peu derrière les gens pour être sûr qu'ils reviennent bien, pour être sûr qu'ils soient en sécurité. Donc souvent, c'est dans la semaine ou les 15 jours après l'IVG. On contrôle, encore une fois, l'échographie par le vagin. Qu'on saigne ou qu'on saigne pas. C'est pour nous, gynéco, je dis nous, parce que je l'ai été, mais ça ne nous dérange absolument pas. Parce que pour moi, avoir été patiente aussi, j'ai été des deux côtés. Je sais qu'on est toujours un peu gêné, mais je saigne. Oui, mais c'est pas grave du tout. Pour vous, je comprends que ça vous gêne, mais pour nous, c'est du sang, comme on en a des litres dans le corps et on ne fait pas de différence. Pour être vraiment clair et honnête, ça ne nous dégoûte pas du tout. Parce qu'on pourrait se dire, c'est dégoûtant. Non, c'est du sang. Donc voilà. Donc il n'y a pas de gêne à avoir quand on vient faire l'échographie de contrôle, même si on saigne encore un petit peu. Et alors là, nous, le but en tant que gynéco, c'est de vérifier que l'utérus est bien vide. Donc la grossesse a été évacuée correctement et que les saignements sont... On va aussi poser des questions, du coup, il n'y a pas que l'échographie, que les saignements ont bien disparu ou en tout cas ont bien diminué de manière normale et qu'il ne reste plus que des petites traces. Et puis que, voilà, l'expérience, si possible, il faut aussi s'inquiéter de savoir si l'expérience n'a pas été trop difficile. Enfin voilà, c'est un moment quand même où on peut rééchanger par rapport à l'expérience vécue avec le médecin sur le plan psychologique aussi, quoi. Oui, dans vos études, vous avez eu cette approche justement émotionnelle, psychologique, ou c'est un peu de la sensibilité? Vite fait. Oui, vite fait. On va peut-être avoir une ligne dans le cours de dire, inquiétez-vous de savoir si au niveau psychologique, la personne n'a pas besoin d'un suivi, d'un soutien psychologique, mais c'est pas forcément le médecin qui est censé s'en charger. Alors, personnellement, je le faisais spontanément, mais tout le monde n'est pas aussi à l'aise. Il y a certaines personnes, médecins ou non, tout un chacun. Parfois, il y en a qui ne sont pas à l'aise avec les soucis psychologiques ou les difficultés psychologiques des autres. Donc, il y a parfois certains médecins qui, malheureusement, vont vous paraître peut-être un peu froids et très protocolaire médical. Mais en fait, c'est aussi parce que peut-être eux, humainement, ils sont pas à l'aise avec ce genre de choses. Ils savent pas comment s'y prendre. Ils veulent pas faire du mal à la personne, mettre les pieds dans le plat, etc. Donc, ils vont peut-être parfois vous paraître un peu froids ou insensibles, mais pas forcément. C'est juste que, chacun sa manière d'appréhender... ce genre de moment. Mais voilà, en tout cas, toujours proposer et voir s'il y a besoin d'un suivi psychologique avec un psychologue. Alors, si nous, on n'est pas à l'aise de s'en charger, ça, je pense que c'est quand même fort utile, que ce soit après l'acte au contrôle, mais aussi avant, dire, et puis alors, une chose très importante, c'est que si ça ne se passe pas bien, selon vous, le moment des pertes de sang, etc., faut pas hésiter à ressonner au médecin. Si le gynéco n'est pas libre, au généraliste. Si le généraliste n'est pas libre et que c'est urgent, d'aller aux urgences, évidemment. Maintenant, souvent, quand on fait ça en planning familial et que ça se passe de la manière dont ça se passe habituellement, on le fait au planning. Donc, on saigne au planning. Et donc, si on est inquiet, si on se sent pas bien, si il y a un contrôle avec une infirmière ou le médecin. Donc ça, c'est quand même sécurisant pour les dames. Elles se sentent souvent plus à l'aise de faire ça au planning, bien que c'est pas chez soi. Donc il y a une partie de malaise, j'imagine, mais il y a aussi une partie de... Qui peut être très sécurisante. Oui, d'être rassurée. Il y a l'aspiration, donc ça, c'est au-delà de... Voilà. Alors... On pourrait aussi techniquement le faire avant 9 semaines d'aménorrhée. Mais la plupart du temps, on le fait au-delà parce qu'on évite de le faire à tort et à travers. Pourquoi ? Parce que même si ce n'est pas une opération à cœur ouvert, c'est un acte mécanique à l'intérieur du corps de quelqu'un avec des complications possibles. Attention qu'il y a aussi des complications possibles avec la prise d'un médicament. Donc on peut saigner très fort et avoir une hémorragie, par exemple, avec la méthode médicamenteuse. Mais par contre, avec la chirurgicale, avec le curetage, il y a d'autres risques qu'il n'y a pas avec les médicaments. Donc on essaie de la réserver au terme de grossesse plus évolué, donc entre 9 et 14. Et donc ça, en principe, c'est donc un passage d'une journée dans la structure qui va vous faire l'aspiration au curetage. Et donc, c'est par les voies naturelles, comme je vous le disais. Donc là, on a besoin d'une aide mécanique. Les contractions des médicaments ne suffisent plus. Donc là, on doit aspirer. Donc, voilà, c'est vraiment une espèce de paille qui vient aspirer le contenu à l'intérieur de l'utérus et on passe par le vagin. Donc, on ne coupe rien, on
on ne casse rien. Enfin, vous voyez, parce que quand on dit c'est chirurgical, tout de suite ça donne une dimension. Et on voit bistouri. Voilà, c'est pas que je veux banaliser du tout, mais par contre démystifier un petit peu, oui. Donc voilà, moi si je devais l'expliquer à une ado, avec des termes simples, je dirais que c'est une paille qui aspire. Voilà. Okay. Et on va par les voies naturelles, donc on ne doit rien percer. On passe par le col utérin qui, souvent on donne des petits médicaments avant pour l'ouvrir naturellement. Donc, et sinon, on y va tout doucement pour l'ouvrir, pour pouvoir... Voilà, on passe par un passage qui existe déjà. Donc voilà, il n'y a rien qui est abîmé. On est d'ailleurs soigneux quand on fait l'aspiration curetage. On prend soin des voies naturelles pour ne pas faire de dégâts du tout, en fait. Donc vraiment, on y va gentiment. Et on aspire avec cette grosse paille. Et ça permet voilà, de contourner le fait que la grossesse est déjà plus évoluée. Et ça permet de l'évacuer efficacement, sans trop de perte de sang, etc. Donc voilà, ça c'est permis légalement jusqu'en Belgique, parce que dans d'autres pays c'est plus tard, c'est possible plus tard, mais en Belgique jusqu'à 14 semaines d'aménorrhée. Et justement, tu parlais de démystifier, il y a beaucoup de croyances ou de peurs autour de l'IVG. Est-ce qu'on a un risque d'infertilité avec l'IVG, avec certaines méthodes? Alors... je vais vous parler avec ma connaissance à moi, parce que je n'ai plus fait de gynéco depuis quelques années, donc peut-être qu'il y a des nouvelles données qui sont sorties, des choses comme ça que je ne suis pas au courant, mais à ma connaissance, il n'y a pas d'étude qui va montrer une infertilité ultérieure majorée chez les dames qui ont eu une IVG. Il y a beaucoup de facteurs qui peuvent causer une infertilité, et donc si on se dit j'ai fait une IVG quand j'avais 16 ans et du coup maintenant je n'arrive plus à avoir de bébé, c'est bien possible que ce soit vraiment autre chose, que ce soit plutôt hormonal ou monsieur, ou plein de choses qui ont beaucoup plus de chances, entre guillemets, de provoquer une infertilité que l'IVG que vous avez malheureusement vécu quelques années auparavant. Alors la seule chose que je vois qui peut provoquer peut-être des difficultés au niveau des débuts de grossesse ultérieure, c'est quand s'il y a eu beaucoup de curetage. Ok. Parce que les médicaments, ça ne change strictement rien à la fertilité. Donc les IVG médicamenteuses qui ont été faites 1 an, 2 mois, 6 ans avant, 1, 2, 3, 4, 5 IVG, voilà, ce n'est pas censé impacter sur la fertilité ultérieure de cette personne. Mais par contre, si on a fait beaucoup de curetage, qu'on a eu des infections... avec ou sans curetage, des infections au niveau MST, etc., des infections aussi dans l'utérus, donc des endométrites ou des choses comme ça, ça peut provoquer des difficultés pour des grossesses ultérieures, mais finalement, pas nécessairement une infertilité dans le sens... on peut avoir un HCG positif et puis que la grossesse ne s'implante pas correctement. Donc ça, c'est une difficulté pour tomber enceinte, mais on n'est pas infertile non plus. Oui, c'est ça, oui. Alors, c'est donc dans le processus de conception qu'il peut y avoir effectivement alors des blocages, mais il n'y a même pas une étude qui dit après autant de curetage on va avoir d'office une infertilité. Non. Et puis voilà, comme je vous dis, c'est souvent quand il y a eu aussi des complications avec des curetages répétés. Pourquoi ? Parce que si on va cureter de manière répétée et qu'il y a des infections ou d'autres facteurs qui malheureusement augmentent le risque on peut créer des petites cicatrices à l'intérieur de l'utérus et provoquer ce qu'on appelle le syndrome, je pense que c'est Asherman, c'est comme des petites toiles d'araignée, donc des tissus cicatriciels dans l'utérus, qui va rendre le processus classique d'une grossesse qui se passe bien dès la conception jusqu'à l'accouchement plus compliqué. Il y a aussi, voilà, si on abîme le col de l'utérus, mais ça, c'est pas de l'infertilité, c'est plutôt des soucis pendant la grossesse ou après, à la fin de la grossesse, des soucis au niveau du col. Mais une IVG, début de grossesse dans la vie, ça ne va pas, ça ne va pas augmenter une infertilité. Et puis, il n'y a pas une punition divine non plus qui dit vous avez fait une IVG, vous n'aurez plus jamais d'enfant. Donc, non, il faut enlever... se défaire de ce mythe parce que c'est très culpabilisant et c'est très inquiétant pour les dames de se dire ça. Donc, non. Et est-ce qu'il y a d'autres idées reçues que tu as entendues ou que tu entends encore autour de l'IVG qu'on pourrait démystifier ? Beaucoup quand même.
je pense que souvent les gens ils ont honte. Et donc, il y a comme si notre valeur était impactée par ce genre de geste. Il y a le fait que souvent on dit que c'est des personnes peut-être qui ont au niveau au niveau socio-économique plus de difficultés, mais pas forcément. En fait, j'avais d'ailleurs fait une petite étude quand j'étais assistante gynéco sur les facteurs qui pouvaient indiquer plus ou moins que les dames allaient avoir recours à l'IVG, dans le sens où toutes les dames que j'avais accompagnées qui faisaient une IVG, je leur posais des questions, si elles étaient d'accord, parce que c'était des questions assez intimes, pour essayer de voir s'il y avait des choses qui se répétaient chez ces dames. Pas pour stigmatiser, attention, pas pour pointer du doigt, vraiment, c'est pas du tout mon genre, mais plutôt pour essayer de faire de la prévention renforcée s'il y a des catégories, s'il y a des personnes qui sont plus sujettes à avoir une IVG, pour essayer de diminuer le risque qu'elles soient soumises à ce moment de vie, parce que franchement, je le souhaite à personne. Et donc, c'est pas pour dire il faut éviter toutes les IVG, donc je vais pointer du doigt celles qui en font tout le temps pour aller leur dire c'est pas bien. Non, c'est plutôt pour leur épargner ça. Voilà, est-ce que c'est un souci d'éducation sexuelle quand on est ado? Est-ce qu'on nous a pas bien appris les gestes à avoir pour éviter de tomber enceinte quand on n'en a pas envie? Ou est-ce que c'est éducationnel à la maison? Ou est-ce que c'est dans les mœurs de telle ou telle région? Enfin, vous voyez, j'essayais de voir quels pouvaient être les facteurs favorisant une IVG. Des leviers, en fait, pour éviter que ça arrive aux dames. Et en fait, il n'y a pas un truc qui ressort, puisque l'autre, ça peut arriver à tout le monde, tout le temps. Donc, il n'y a pas, malheureusement, un truc magique à faire, si ce n'est que c'est sûr que renforcer la prévention via l'éducation à la santé d'une manière générale et l'éducation sexuelle d'autant plus, ça, il n'y a rien à faire. C'est clair que ça peut diminuer le risque d'IVG. Une des idées reçues sur l'IVG, c'est que ça va être les personnes avec un niveau socio-économique bas et peu instruit. Alors que ça peut, ça m'est arrivé personnellement, alors que je fais partie d'une classe plutôt favorisée, dans le sens où j'ai reçu une éducation complète et un bon encadrement familial, etc. Et pourtant, ça ne m'a pas empêché de passer par cette expérience-là. Donc oui, il faut évidemment éviter les préjugés sur les dames qui ont recours à l'IVG, parce que ça peut vraiment malheureusement arriver à tout le monde. Est-ce que tu es d'accord de partager ton expérience? Oui. Moi, ça m'est arrivé du coup il n'y a pas si longtemps, donc adulte, je veux dire, pas ado, insouciante, qui peut-être ne s'est pas protégée parce que YOLO. Et pourtant, pour avoir été presque gynéco, on peut se dire aussi j'avais le niveau d'information sur la santé plus que correct pour éviter ça. Mais ça m'est tombé dessus quand même. Et il n'y a rien à faire, il y a quand même une problématique de contraception derrière. Donc, normalement, quand on a une contraception super efficace, ça n'arrive pas. Maintenant, la contraception, tout un chacun va utiliser la contraception qui lui semble le plus adaptée, parce qu'il y a plein de facteurs dans la vie qui peuvent faire qu'on a besoin de tel ou tel type de contraception, et il y en a qui sont moins efficaces que d'autres. Donc moi, pour le moment dans ma vie, j'avais besoin d'un type de contraception qui est moins efficace que d'autres, et qui n'a pas fait son taf complètement. Mais c'est un risque qui était connu, mais qui malheureusement était pris, parce que il n'y a rien à faire. On se dit que ça arrive toujours aux autres. C'est le genre de truc où on se dit ça arrive aux autres, mais ça ne m'arrivera pas à moi. Et voilà. C'est arrivé dans un couple qui était déjà bien construit. Donc je veux dire, c'était vraiment typiquement l'opposé de quand ça arrive quand t'es ado et que t'es pas en couple et que t'as pas une maison pour accueillir ton enfant, etc. Donc moi, c'est arrivé à un moment où on pourrait culpabiliser le plus, en se disant je suis adulte, je suis bien informée, j'ai aucun... Il n'y a rien qui fait que je ne pourrais pas avoir un moyen de contraception. Je veux dire, je n'ai pas d'injonction comme la religion qui me dirait il ne faut pas prendre de contraception. Non, voilà. Donc, je vais dire, je pourrais porter la pleine responsabilité de ce qui m'est arrivé. Et je devrais d'ailleurs, et ça m'est arrivé, et ça...
m'apprendra pour essayer de l'éviter ultérieurement. Mais donc voilà, c'est arrivé il n'y a pas si longtemps. Et ça a été compliqué, surtout physiquement, je dirais. On pourrait croire que c'est une étape difficile, surtout psychologiquement, mais bien sûr ça l'est. Mais il faut se dire qu'aussi on déguste physiquement. Parce que c'est des montagnes russes hormonales. On est enceinte, on a un pic d'hormones, et puis du jour au lendemain, on l'est plus, et donc on a une chute hormonale aussi. Donc comme un petit baby blues. Voilà. Okay. Alors les montagnes sont moins abruptes peut-être, les variations, mais ça reste une perturbation hormonale à un moment qui n'est pas évident psychologiquement et physiquement. Donc on peut être très fatigué, le moral à zéro, et il y a eu des saignements, il y a eu des douleurs pendant plusieurs jours. Donc tu as toute cette connaissance médicale, et justement tu le vis de l'intérieur. Est-ce qu'il y a eu un décalage ? Est-ce que tu as compris mieux certaines choses, ou mieux peut-être tes patientes, ou tu avais déjà cette grande sensibilité pour tes patientes ? Alors, au niveau psychologique, j'ai pas été surprise par mon expérience par rapport à ce que j'imaginais pour les dames. Parce que je suis capable de me mettre très fort à la place des gens sur le plan psychologique. Donc, j'imaginais bien les perturbations que ça pouvait créer dans notre tête, dans la tête des autres. Mais par contre, physiquement, j'ai été surprise. Parce qu'on nous disait dans les cours que c'était des grosses règles. Voilà. Ah oui, on entend. Oui, c'est une idée reçue qu'on entend tous. Ça banalise extrêmement la chose en termes de ressenti, quoi. Ça va être des grosses règles et puis c'est tout. Alors oui, ça peut être des grosses règles et puis c'est tout. Mais le médicament qu'on met dans le vagin ou qu'on prend par la bouche, comme je disais, qui provoque des contractions, ça provoque des contractions, pas comme des règles, ça provoque des contractions par un médicament. Je veux dire, c'est provoqué, c'est pas naturel. Le ressenti n'est pas exactement le même et est souvent plus intense. Enfin, en tout cas, personnellement, j'ai dégusté correctement avec ce médicament. Et puis parfois, ce médicament ne fonctionne pas la première fois. On doit reprendre. Donc, c'est ce qui m'est arrivé. Donc, on saigne une première fois. On se dit, en fait, c'est pas parti. Ça n'a pas suffi. Donc, il faut en remettre. Ok, toujours pour essayer d'éviter le curetage, pour essayer d'éviter le geste qui sera le plus potentiellement mal vécu par la personne ou avec le plus de conséquences néfastes éventuelles. Et donc, rebelote les médicaments qui peuvent... Voilà, moi, ils m'ont donné des effets secondaires assez difficiles à supporter, comme une énorme grippe. Donc, je tremblais, ça peut donner de la fièvre. Et là, en l'occurrence, j'ai eu tous les effets secondaires possibles, donc des selles liquides à répétition, jamais très agréable, avec les douleurs abdominales qui l'accompagnent, plus les douleurs bas-ventre des contractions utérines, plus les saignements qui ne sont jamais agréables non plus, plus l'espèce de grippe. Et oui, donc ça, en clair, c'était 3 jours au pieu à attendre que le temps passe. Alors on peut prendre des médicaments, attention, il ne faut pas se faire mal pour se faire mal. On a le droit de prendre des médicaments pour se soulager au niveau de ses symptômes, pour essayer de diminuer la douleur, voilà. Et puis il faut se coucouner un maximum, mais il n'y a rien à faire, c'est un sale moment à passer physiquement. Et ça, je ne l'imaginais pas. Quand j'avais les dames en face de moi, je leur disais, ça va être comme des grosses règles, prenez soin de vous, et voilà. Mais ça, je ne l'avais pas ressenti en moi, et donc je n'imaginais pas à quel point ça peut casser une personne. Et donc, ça, si je pouvais... Alors, je faisais déjà ça dans le sens où je mettais déjà des jours de maladie à la personne qui allait avoir une IVG suffisant. Suffisant, ce que je pensais être suffisant, mais moi, ça l'est. Mais ce qu'il faut faire attention, c'est de ne pas mettre trop peu en se disant ça va être des grosses règles et puis c'est tout. Non, physiquement, on déguste, psychologiquement, on déguste. Et ça, à mon sens, ça justifie que la personne soit mise à l'arrêt suffisamment longtemps. En tout cas, le temps qu'elle en a besoin. Si elle a besoin de retourner vite au boulot parce qu'elle doit se changer les idées, pas de souci. Mais si psychologiquement et physiquement, elle a dégusté, il ne faut pas hésiter à sonner au médecin traitant. Par exemple, si le gynéco donne quelques jours et que ce n'est pas assez, on se dit, mais j'ai eu tellement du mal que j'ai besoin de me reposer, d'amortir le choc physique et psychologique. Pour moi, il ne faut pas hésiter à redemander au médecin traitant, et ça m'étonnerait que ce soit refusé, parce que voilà, retourner au travail alors qu'on est mort crevé, qu'on a saigné à mort, qu'on a eu mal, on doit s'en remettre, quoi. Ça nécessite du repos parfois, plus qu'une petite semaine. Donc voilà, moi ça c'est quelque chose que je voudrais que les dames osent demander, et que les médecins n'aient pas peur de faire. Mais je pense que de plus en plus les médecins prennent ça en compte. Mais avant on aurait plus banalisé encore et on aurait dit c'est bon, c'est des grosses règles.
Non. Oui, et comme on dit pas ça, les femmes qui n'auraient peut-être pas osé aller redemander non. un arrêt, Non, donc là c'est on a- important d'oser, quoi. Oui, Ouais, je trouve ça justifié. Et donc voilà, oui, la douleur ou le mal-être physique, ça, je l'avais pas anticipé, je l'avais pas imaginé comme ça. Mais voilà, attention, il y a certaines personnes qui ont beaucoup moins mal. Moi, je sais que je suis douillette aussi, donc, mais il y a certaines personnes qui vont dire effectivement, c'est comme des grosses règles et ça a été tout seul, entre guillemets. Donc ça, c'est ma propre expérience. Encore une fois, là, par contre, je suis vraiment pas dans le corps des autres, donc je veux pas non plus faire trop peur aux personnes qui vont devoir le vivre. Il y aura probablement d'autres témoignages. Il existe d'autres témoignages de femmes pour qui ça s'est passé beaucoup plus facilement physiquement, j'imagine. Mais voilà, en tout cas, dire que c'est des grosses règles, c'est un peu léger, quoi. Ouais. Et tu parlais justement de cette culpabilité que tu pourrais avoir parce que tu connais, t'as des études, t'as un couple, une situation. Est-ce que tu as ressenti la culpabilité de toi ou de ton entourage ? Alors, j'ai pas du tout été pointée du doigt par mon entourage, que ce soit les amis, la famille, etc. Parce que... alors évidemment, tout le monde va dire, mais c'est bête, c'est bête de ne pas avoir une contraception plus efficace, c'est dommage, parce que tout le monde se passerait bien d'une IVG, oui, c'était bête, c'était dommage, je n'avais pas la méthode la plus sûre au niveau contraceptif, mais c'est la seule chose qui va en ressortir de mon entourage. Mon choix de mettre fin à la grossesse a été accueilli très bien, avec beaucoup de compréhension de la part de tout le monde, parce que malheureusement, au niveau psychologique, j'étais pas capable d'accueillir un bébé, en fait, parce que la grossesse, ok, moi j'ai eu 2 grossesses qui se sont bien passées avant ça, donc c'est pas ça que je craignais, mais ça peut être, il y en a qui supportent pas être enceinte, qui ont vraiment difficile, qui ont eu des maux pendant toute la grossesse, enfin voilà, et rien que ça, il faut se sentir prêt à le vivre. Moi, en l'occurrence, c'était pas ça, c'était vraiment psychologiquement, parce que mes postpartum étaient compliqués systématiquement sur ce plan-là, et je pouvais pas me permettre de revivre ça, parce que je n'en étais pas encore sortie comme il faut, et pareil, de faire revivre ça à mon couple, à mes enfants actuels, que j'ai déjà, et donc j'ai pris cette décision vraiment, et cette phrase, je me la répète à chaque fois que ça me revient en tête, j'ai pris la décision de chérir ce qu'on avait déjà, donc parce que oui, bien sûr, je trouve ça merveilleux d'avoir de mettre un être au monde, d'avoir un bébé, c'est merveilleux, et si j'avais pas pu faire l'IVG, je l'aurais chéri aussi, mais j'ai préféré privilégier ce qu'on avait déjà, et en profiter de ce qu'on a, et ne pas risquer de me déstabiliser, de déstabiliser du coup ma famille, parce qu'on aurait du mal à l'encaisser si j'avais eu de nouveau une dépression du postpartum ou quelque chose comme ça. C'était vraiment trop risqué de ce point de vue-là. Donc je l'ai fait en âme et conscience, en me disant que le plus important pour moi aujourd'hui, c'était de prendre soin de ma famille et de moi, plutôt que d'une éventuelle future grossesse. C'était plus important, voilà. Oui, et ça parle de toutes ces raisons qui peuvent pousser une femme, et donc de ne pas justement culpabiliser, de juger les femmes qui prennent ces décisions-là, parce qu'elles ne peuvent pas parfois l'accueillir pour des raisons matérielles ou psychologiques. Franchement, il y a toujours une bonne raison. Oui, c'est ça. Alors, je ne le demandais pas du tout systématiquement à mes patientes non plus quand elles venaient avec une demande d'IVG, mais souvent ça venait sur le tapis naturellement, parce que voilà, elles avaient besoin un petit peu de se confier ou d'en parler. Il y a toujours une raison, on ne fait pas une IVG par plaisir. C'est ça. Je dis pas, tiens, le mois prochain, j'ai rien à faire si je tombais enceinte et que je me faisais une petite IVG. Personne, c'est anodin pour personne. Alors il y a peut-être des dames où on va dire, bon, elle a l'air de s'en carrer celle-là, mais non. Alors oui, il y en a qui vont être plus atteints que d'autres, mais jamais personne ne fait ça comme une activité de plaisir. Donc c'est qu'il y a toujours une bonne raison derrière pour faire l'IVG. Soit c'est matériel, soit c'est psychologique, soit c'est pour des raisons X ou Y, mais il y a toujours une raison valable, parce que chaque vécu est légitime, et donc voilà, oui, il y a toujours une bonne raison, donc ça veut dire il faut jamais culpabiliser vu qu'il y a toujours une bonne raison. Alors on peut s'en vouloir
peut-être si on a une part de responsabilité dans le fait d'être tombée enceinte, on peut s'en vouloir un peu et s'améliorer, et dire la fois prochaine, je ferai plus attention, je ferai mieux, je vais changer mon moyen de contraception, parce qu'on a une part de responsabilité. Quand c'est répété, c'est qu'il y a probablement quelque chose qu'on loupe dans notre moyen contraceptif. Donc par exemple, il y a des jeunes filles qui n'arrivent pas à prendre la pilule correctement, de manière régulière. Moi, j'avais du mal quand j'étais ado, donc je ne pointe personne du doigt en disant que c'est grave ou que c'est de leur faute. Non, mais c'est un apprentissage. Et donc ça, si on voit, j'arrive pas à prendre ma pilule correctement, il faut s'informer parce qu'il y a des manières contraceptives qui sont plus sûres. Il y a l'implant dans le bras, il y a des stérilets, il y a des choses comme ça qu'on peut adapter. Si on voit que ça nous arrive plus qu'une fois, alors je trouve quand même utile de se remettre en question et de se dire, tiens, est-ce que je loupe quelque chose ? Est-ce que c'est ma responsabilité ? Parce que si oui, autant l'éviter parce que c'est pas gai pour moi, c'est pas gai pour l'entourage, éventuellement le conjoint. Donc, autant limiter ce genre d'expérience au maximum. Donc, je crois quand même, sans vouloir pointer ou culpabiliser qui que ce soit, je trouve qu'il faut une remise en question quand même, se dire, est-ce que je suis tombée enceinte parce que j'ai été négligente, moi, sur une chose ou l'autre, mais pas se culpabiliser de l'IVG, tu vois. Oui, tout à fait. Voilà, une remise en question de voir saine et intelligente. Faire pour ne plus revivre cette expérience. Oui, voilà. Et alors, si on ne sait pas, poser les questions au médecin, au gynéco, de dire comment est-ce que je pourrais faire pour que ça ne m'arrive plus, parce que c'était pas chouette et que voilà, on ne souhaite ça à personne, donc... Voilà, je ne sais plus quelle question tu m'as posée à l'origine, mais... C'est très bien. Est-ce que tu pourrais donner des conseils aux femmes qui traversent ça pour justement s'amener le plus de douceur possible dans ce moment ? Oui, donc déjà, ne pas travailler à ce moment-là. Oser demander un arrêt. Oui. Parce qu'on va dire, mais c'est comme quand tu as tes règles, tu n'as pas un arrêt, tu saignes au travail, tu mets un tampon et puis c'est tout. Mais non. Ok, le sang elle-même, c'est du sang, mais l'enjeu, le contexte, tout ça, c'est différent. Maintenant, encore une fois, il y en a qui vont avoir besoin pour se changer les idées, parce qu'être à la maison à attendre de saigner comme ça, c'est pas non plus gai. Mais voilà, en tout cas, voir est-ce que j'ai besoin de travailler ou pas. Si j'en ai pas besoin, à mon sens, ne pas hésiter à formuler notre autre besoin, qui est du coup de rester à la maison, de rester à la maison quelques jours. C'est des petits tips qui sont propres à chacun, mais voilà, si c'est 4 jours où il faut se bourrer de chocolat et de glace, pour de chocolat et de glace, on met des séries pour se transporter ailleurs, ou au contraire on a besoin d'une période d'introspection intense, et donc là on écrit dans un journal, on en parle autour de nous, on sort tout ce qui a besoin d'être sorti, donc ça c'est vraiment très très personnel. Pour ma part, c'est un mélange des deux, c'est-à-dire j'ai peut-être besoin de 2 heures de série et puis d'une heure vite extérioriser tout ce que j'ai en tête et puis retourner à ma série quand j'ai sorti ce qui était sorti et que je peux plus rien faire à part attendre et que j'ai besoin de mettre mon cerveau sur off. Donc chacun trouvait son équilibre entre l'expression et l'introspection. Oui, s'entourer de beaucoup de douceur, ne pas rester seul, surtout ne pas rester seul face à ça. Donc voilà, soit si on veut rester anonyme parce qu'on n'ose vraiment pas le dire, se retourner vers des structures qui permettent l'anonymat. Et il y en a, on peut appeler, il y a des numéros pour appeler même quand on a des pensées noires. Donc c'est aussi ce genre de choses où on pourrait sonner pour dire voilà, je me sens vraiment pas bien parce qu'il m'arrive ça. Et ça c'est anonyme et au moins on n'est pas seul, quelqu'un nous soutient sans savoir qui on est. Mais c'est clair que je conseille toujours de toute façon d'avoir une personne de confiance à qui on sait qu'on peut tout dire. Donc essayer de trouver une personne sur la terre comme ça à qui on peut tout dire et surtout dire ça à cette personne. Ne pas se taire sous prétexte qu'on pourrait être jugé. Mieux vaut risquer d'être jugé et de discuter avec cette personne plutôt que de rester vraiment seul dans son truc. Enfin, voilà, moi j'ai préféré en parler largement et comme je le fais aujourd'hui, alors que je sais que je pourrais être jugée par les personnes qui vont entendre ou qui vont savoir que j'ai fait une IVG. Donc je prends ce risque parce que je trouve que c'est plus important de ne pas avoir honte, de démystifier, de ne pas me sentir seule, parce qu'en fait, on ne s'en rend pas compte vu que beaucoup le taisent. Il y a beaucoup de femmes qui ont déjà fait une IVG. Et une fois qu'on le dit, on se dit, les personnes disent, tu sais quoi, moi aussi. C'est quoi, moi aussi. C'est quoi, voilà, même des personnes de votre famille, même des personnes qui c'est passé inaperçu. Vous ne penseriez jamais que cette personne a eu recours à une IVG parce que ça se lit pas sur votre visage, il faut dire. Donc, c'est fou. Ça, c'est ce qui m'a le plus choquée. Oui, une fois qu'on met ça sur le tapis, on se rend compte du nombre de femmes qui sont passées par là. Donc, voilà, se dire que
ça arrive beaucoup plus que ce qu'on ne croit et ça ne vous définit pas non plus. Oui. Donc c'est pas parce qu'on fait une chose que certaines personnes pourraient juger répréhensible qu'on n'est pas une bonne personne ou qu'on va être mal jugé dans notre entièreté par les gens. Non, on peut faire une chose qui n'est pas à mettre sur la liste des meilleures choses qu'on a fait dans notre vie. On va pas mettre dans nos plus belles expériences l'IVG, mais c'est pas pour autant que tout le reste n'a pas... que ça atteint notre valeur et que ça... Oui, ça nous définit pas. Ouais, donc ne pas rester seul face à cette expérience, ça c'est vraiment hyper important. Et puis moi je pense écrire pour s'auto-convaincre parce que parfois il y a des moments de doute évidemment, s'auto-convaincre qu'on est une bonne personne même si on a fait ça, parce que c'est ce que la société ou les injonctions du passé pourraient nous faire croire que c'est pas le cas. Donc parfois on a besoin d'auto-persuasion et de se rappeler, même si on sait que c'est comme ça, il faut qu'on se le répète, que ça n'atteint pas notre valeur. Et oui, prendre soin de soi à ce moment-là, faire ce qui nous fait du bien. Ou même les 6 jours d'attente, je me dis essayer de faire en sorte que ces jours passent le plus vite possible. Donc trouver ce qui nous fait passer le temps le mieux. Moi c'est des séries en continu. Il y en a, ça va être sortir, faire n'importe les activités qui font que le temps va vous sembler le moins long possible. Mais c'est aussi 6 jours de réflexion, donc il ne faut pas faire l'autruche pendant 6 jours. Il faut poser correctement les situations et réfléchir correctement à la situation. Donc, parce que sinon, si on fait l'autruche, les 6 jours ne servent à rien. Donc il faut trouver chacun son propre équilibre. Et justement, pour essayer de trouver une réponse qui est la plus juste, qu'est-ce que tu aurais envie de dire à ces personnes qui ont 6 jours devant elles? Une réponse, tu veux dire pour savoir trouver la réponse au fond d'elles est-ce que je poursuis mon chemin vers l'IVG, Mais moi, je pense que la question la plus fondamentale à laquelle il faut répondre, c'est pas spécialement est-ce que j'ai envie d'être enceinte ou non, parce que ça, c'est provisoire. Déjà, si la réponse est non, on a déjà la réponse à la grande question de est-ce que je garde la grossesse ou non. Mais c'est oh oui, la grossesse. Oui, mais après il y a un être vivant pour lequel il faut apporter énormément d'attention, auquel il faudra apporter beaucoup d'attention et qui va vivre toute une vie avec vous. Je veux dire, c'est pas une décision qui dure 9 mois, c'est une décision qui dure toute la vie. Et il y a un être humain qui est en jeu, dans le questionnement. Et donc, moi, c'est ça, c'était, oui, je veux bien être enceinte, mais par contre, pour le moment, je ne peux pas accueillir un enfant dans les bonnes conditions, dans les conditions que je juge, moi, nécessaires. Donc, c'est la question à laquelle il faut répondre, c'est est-ce que je suis prête? Est-ce que cet enfant sera accueilli comme il le mérite, avec toutes les conditions que je juge nécessaires pour accueillir un enfant? Si la réponse est non financièrement, on a la réponse à notre question. Donc, c'est cette question-là, je trouve, à laquelle il faut répondre, c'est est-ce que je suis prête à m'engager pour élever un autre être humain toute sa vie et toute la vie qui me reste. Et pour moi, il faut décortiquer ça. Il faut dire, est-ce que j'ai l'énergie? Est-ce que j'ai les revenus? Est-ce que j'ai la stabilité? Est-ce que j'ai assez d'amour, bien sûr, mais est-ce que j'ai assez... Oui, c'est surtout de l'énergie, finalement. Moi, pour ma part, je n'avais pas assez de stabilité psychologique. Donc, j'ai la maison, on peut aménager une pièce, on peut tout ce qu'on veut. Mais est-ce que je peux lui offrir une sécurité émotionnelle? Et la réponse était non. Donc... Allez, moi, oui, j'ai envie de pouponner, mais non, cet enfant, il a droit à avoir une maman qui est prête à l'accueillir sereine, le plus sereine possible, en tout cas avec une santé mentale suffisante. Donc, moi, j'ai plus réfléchi de cette façon-là. Mais oui, il faut prendre le temps de réfléchir, d'écrire peut-être, de demander conseil, parce qu'il y a certaines autres personnes qui vont vous dire... moi, par exemple, ma famille m'a dit « Ouh là là, t'es enceinte », parce qu'ils savaient aussi à quel point j'étais mal. Parfois, on peut avoir des biais aussi d'auto-évaluation, c'est dire « Oui, j'en suis capable », et puis tu en parles avec ta maman, par exemple, ou ta sœur, ou ta cousine, ou ton conjoint, ou ta conjointe, aux personnes qui sont proches de toi, et te dire... est-ce que toi tu me vois? Est-ce que tu m'imagines? Pour être sûr qu'on s'auto-évalue correctement quand même. Donc je pense que si on est sûr en son fort intérieur, on n'a besoin de demander l'avis à personne. On peut aussi prendre sa décision toute seule, il n'y a aucun problème avec ça. Mais je trouve que parfois, le point de vue d'une personne qui nous est proche, en qui on a confiance dans le jugement, peut nous être utile pour être sûr qu'on s'auto-évalue correctement.
voilà. Ça, pour moi, ça a été quand même... Et ça m'a renforcée dans ma décision. C'était déjà ma décision, mais on m'a dit, oui, non, laisse tomber, tu n'es pas capable. Ça m'a renforcée dans mon choix, et ça m'a aidée, du coup, à déculpabiliser, parce que les autres étaient d'accord avec moi, et du coup, voilà, j'ai eu cette chance. Oui, c'est pour ça que s'entourer, c'est important, pour ne pas être toute seule à porter non plus cette décision, finalement, et de se dire, ok... Oui. J'ai eu cette chance, mais je pense que tout le monde ne l'a pas, malheureusement. Tu vois, certains vont dire, moi je prends cette décision, mais d'un autre côté, tu es folle de faire une IVG. Alors là, malheureusement, c'est à double tranchant, quoi. Ça peut faire aussi du mal de demander l'avis des autres. Donc, je dirais quand même de demander l'avis aux personnes. S'entourer bien. Oui, bien, voilà. Pas s'entourer pour s'entourer. Voilà. Mais oui, poser les questions aux personnes vraiment dont le jugement vous semble utile, vrai. Objectif, constructif, bienveillant, surtout bienveillant. Oui, surtout ça. Oui. Est-ce que tu aurais une dernière chose à ajouter, ou tu penses qu'on a fait le tour? Mais l'après, peut-être, juste l'après. Parce que c'est pas une IVG, c'est pas juste une quinzaine de jours de procédure, c'est une décision pour la vie. Mais pas non plus penser que ça va nous empêcher de vivre ultérieurement cette décision. Ça restera toujours un petit truc parce que c'est une expérience de notre vie, donc ça reste dans notre petit CV là, de nos expériences de vie. Mais penser que chez certaines personnes, ça peut traîner comme un poids, donc penser éventuellement à aller en parler à des thérapeutes ou à faire à prendre en charge l'après aussi, parce que ça peut miner le moral de certaines femmes plus longtemps que juste la période. Donc voilà, penser quand même pas mal à préparer l'après, pas juste le moment de la procédure, quoi. Merci beaucoup. Avec plaisir. Merci d'avoir écouté cet épisode avec Anouk. Si j'ai eu envie de proposer ces épisodes autour de l'IVG, c'est aussi parce que j'avais profondément envie d'ouvrir l'espace, d'ouvrir la parole, les regards, les façons de comprendre et de vivre ces expériences. Dans le podcast, tu as pu entendre 2 témoignages de femmes, celui d'Anne-Marie avec sa casquette de facilitatrice de constellation familiale et celui d'Anouk avec son regard d'assistante en gynécologie et son expérience dans le monde médical. 2 femmes, 2 histoires, 2 manières différentes de penser, de ressentir et de donner du sens à l'IVG. Avec une même mission dans ce podcast, c'est de pouvoir lever les tabous autour et qu'on se sente moins seul. Il n'existe pas une seule façon de vivre, de comprendre ces expériences. Certaines se reconnaîtront peut-être davantage dans l'histoire d'Anne-Marie, d'autres dans celle d'Anouk. Peut-être que certaines ne se reconnaîtront pas dans les 2. Et c'est ok. L'important finalement, c'est de pouvoir rester ouvert à ces différentes visions, surtout de retrouver sa propre souveraineté, se demander en quoi on veut croire, à quoi on veut se rattacher et ce qui nous aide à comprendre notre histoire et à avancer. Parce que derrière ces sujets, il y a avant tout des parcours de femmes singulières. Si tu traverses toi-même des questions autour d'une grossesse ou d'une IVG, ne reste pas seul, tu peux te tourner vers ton ou ta gynécologue, vers les centres de planning familiaux, vers des lignes d'écoute qui sont là pour t'écouter, t'informer et t'accompagner dans tes choix. Et si cet épisode t'a parlé, je t'invite aussi à aller écouter l'épisode avec Anne-Marie pour découvrir cet autre regard sur l'IVG. N'hésite pas également à partager l'épisode s'il peut aider à ouvrir un peu plus ces conversations et aider une amie qui aurait besoin d'entendre ces messages. À très bientôt pour un nouvel épisode.